Voilà, ça c'était mon plus gros stress de la soirée, c'était je voulais absolument que la bande son, voilà, maintenant je suis relax. Non, je suis relax. Donc effectivement, donc je suis prof ici pas très loin à l'UNAMUR, je suis un des responsables de ces paper archives un peu chiants et dur à dire qu'on trouve en ligne. Juste pour dire deux mots sur d'où je viens, on fait partie d'un centre de recherche où en fait on travaille assez quotidiennement sur les systèmes IA, l'impact qu'il peut y avoir dans les organisations, et on est responsable des études en ingénieur de gestion, qui sont en fait des études dans lesquelles nos étudiants ils pratiquent l'IA au jour le jour. Et évidemment, se pose la question quand on enseigne, et lorsqu'on parle d'IA, enfin je sais pas vous, je trouve que le débat est relativement apaisé. Et du coup, c'est toujours un peu difficile d'aborder, on va dire, sereinement ce sujet-là, que ce soit avec nos étudiants, avec d'autres publics. Et là, voilà, évidemment, ça m'a posé question en tant que prof, ça nous pose tous question en tant que prof, surtout à l'ère de l'IA générative, où je crois qu'il y a un peu les deux phases de la pièce, hein, les gens qui s'emballent énormément, et je pense ici, si je demandais à main levée, je crois qu'on est plutôt dans les gens qui s'emballent pas mal, mais il y a également pas mal de gens qui sont peut-être emballés dans l'autre sens et qui ont peut-être des peurs irrationnelles, rationnelles par rapport à ça. La question qu'on s'est posée, c'est pourquoi, et on s'est demandé s'il n'y avait pas un lien en fait entre la science-fiction, nos imaginaires, on va dire, de science-fiction et nos opinions et nos utilisations de l'IA. Alors, pour ça, je vais vous montrer d'abord ce petit film-là qui n'a rien à voir avec l'IA, si quelqu'un le reconnaît. Dans le Look Up, exactement, qui était sorti sur Netflix, je ne sais plus quand, mais qui parlait, vous vous souvenez, de cette comète qui va impacter la Terre. Tout le monde sait qu'on est condamné, mais il y a pourtant pas mal de gens qui ne veulent pas voir la comète, dans le Look Up, qui pensent que c'est inventé, qui ne croyaient pas. Évidemment, la comète, c'est une sorte d'analogie du réchauffement climatique et du déni par rapport à ça. Et donc, il y a eu tout plein d'articles à l'époque, quand le film était sorti, donc il y a quelques années, en se demandant si ce type de film, ça pouvait pas sauver la planète, dans le sens où on pouvait montrer ce film-là et espérer que les gens, en voyant ça, en voyant le déni du changement climatique, ils puissent pas avoir une sorte de réveil. Malheureusement, ça n'a pas eu les effets escomptés. Et du coup, nous, à l'UNAMUR, et moi et un collègue en particulier, on essaye d'un peu adapter la question et de se demander si la science-fiction ne peut pas aider à sauver ce qu'on appelle du coup la citoyenneté numérique, mais de manière plus large, nos connaissances par rapport à ces systèmes IA. Pourquoi la science-fiction? Là, je vais faire un petit quiz à chaque fois, mais est-ce que quelqu'un reconnaît ce film-là? C'est qui? C'est Orange Mécanique. Non, mais c'est le même réalisateur. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace, effectivement. En fait, on peut reconnaître l'astronaute dans le vaisseau, donc magnifique film de 2h30, où l'astronaute interagit avec une tablette, en fait, et qui est évidemment une tablette avant que la tablette existe. Donc, on peut se dire effectivement que ces images marquantes, elles ont pu infuser un peu dans la tête de certains entrepreneurs. Là, c'est plus facile. Vous connaissez évidemment Tom Cruise. Dans cette image de magnifique qualité, désolé, mais dans quel film? Exactement, sur la police prédictive, l'utilisation des données pour prédire les crimes avant qu'ils aient lieu. Là, ce qui est intéressant dans cette image, c'est le fait d'interagir avec un touchscreen qui a là aussi, je pense, inspiré pas mal d'entrepreneurs à la Silicon Valley. Mais en fait, là où ça devient encore plus pernicieux, on va dire, c'est que la science-fiction, elle peut parfois prédire l'avenir et voir le modeler. Une anecdote que j'aime bien raconter, c'est celle de Ronald Reagan. Vous savez que c'est un acteur avant d'être président. Et il aimait bien se faire diffuser toute une série de films dans sa salle de cinéma privée à la Maison-Blanche. Et il a vu le film War Games, je ne sais pas si ça vous connaissez, c'est le film avec un jeune qui arrive à hacker le système de défense des États-Unis. Et Ronald Reagan, à la fin de la projection, il demande à un de ses secrétaires d'État, il dit c'est possible ça dans la vraie vie? Le secrétaire d'État lui dit oui complètement. Avec les budgets qu'on a actuellement, c'est tout à fait possible qu'on ait des grandes failles de cybersécurité. Et ça l'a mené à investir en fait plus massivement dans la cybersécurité. Donc parfois, on peut voir qu'il y a une vraie influence en quelque sorte entre science-fiction et la réalité. Alors, je vous passe tous les exemples plus récents avec Elon Musk qui dit n'importe quoi sur Blade Runner. Par exemple, Blade Runner, vous pouvez conduire un Cybertruck. Mark Zuckerberg qui a été inspiré pour Facebook. Récemment, OpenAI qui utilise la voix de Samantha dans Her comme voix conversationnelle orale dans OpenAI. Donc, on voit qu'il y a un lien.
Donc pourquoi je vous parle de tout ça, c'est pas pour faire un cours, là vous dites il est parti pour faire un cours un peu chiant. C'est que j'ai quand même essayé de produire quelque chose, donc c'est pas un assistant, un agent IA, mais c'est qu'avec un collègue, Benoît Van der Rohe, on produit depuis 3 ans maintenant un podcast en fait, donc je vous invite à vous abonner, pop-code, ça roule sur la langue aussi, sur Spotify, Apple Podcast. Merci Mathieu qui a écouté quelques épisodes. Et donc vous pouvez voir que dans ces 30 épisodes, donc on a un épisode par mois plus ou moins, on essaye à chaque fois de prendre un point d'entrée d'un film ou une série et à partir de cette œuvre, d'en expliciter des enjeux d'éducation au numérique. Alors là, évidemment, on sort parfois un peu de l'IA, donc là je pourrais en passer beaucoup de temps. Mon film préféré c'est Jurassic Park, on a trouvé un moyen de le caser pour parler de disruption du numérique dans l'industrie des effets spéciaux par exemple, Truman Show pour parler de réseaux sociaux, Daniel Blake pour parler de fracture numérique, etc. Je voulais juste zoomer ce soir sur quelques films liés à l'IA pour voir un peu quels éléments on peut en sortir. Ça, c'est Ex Machina. Qui ici a vu Ex Machina? Pas mal. Donc, ceux qui n'ont pas vu, je vous encourage vraiment à le voir. C'est l'histoire on va dire, d'un employé d'une entreprise tech qui arrive sur une planète, sur une île et qui doit interagir avec cette sorte d'IA robotique et d'évaluer si elle a ou non une conscience. En gros, ça, c'est le pitch de départ. Ben, en fait, ce film-là, ça permet de parler de toute une série de choses sur l'IA de manière assez efficace, de ce que c'est le test de Turing, pour déceler si une IA est une IA ou pas, si une IA est consciente ou pas. Ça, c'est un petit spoil du film, et je vais être un peu général. On voit que cette IA a été un peu entraînée par rapport à des données personnelles du personnage principal. Donc, on peut parler de l'utilisation des données pour entraîner les IA traditionnelles ou génératives. On peut parler de megalomanie de certains entrepreneurs IA. Il y a une représentation d'entrepreneurs IA dans le film qui est vraiment pas mal, qui fait penser évidemment à Musk et à ce type de profil-là. Deuxième film un peu cool, donc ça c'est Terminator 2. Qui ici a vu Terminator 2? Magnifique, c'est le meilleur Terminator. C'est pas très difficile. Enfin, entre l'un et le deux, il y a débat. Si quelqu'un en a un autre préféré, je serais ravi de discuter avec lui. Mais ce film-là, il est super cool. Donc ça, c'est le 2, c'est mon préféré parce que Arnold devient gentil et ça devient une IA qui aide le protagoniste. Mais il y a aussi une IA méchante dans le film. Et ça permet vraiment de parler en fait de ce qu'est une IA, des différents types d'IA, du rôle des humains, donc du personnage principal pour entraîner une IA. Il y a une scène géniale dans la version longue du film, pas dans la version courte, je pense, où en fait ils ouvrent la boîte crânienne d'Arnold. Et ils appuient sur un petit bouton pour enclencher le mode entraînement d'Arnold. En gros, c'est pas dit comme ça, mais en gros, c'est ça. Donc, ça lui permet, à partir de ce moment-là, d'apprendre un peu plus par rapport aux commandes qui sont émises par le personnage principal. Donc, par exemple, tu ne tueras pas. Tu ne peux plus tuer de personne. Tu dois, et à partir de là, il ne tire plus que dans les genoux. Ça reste un ça reste Arnold. Mais voilà, c'est un point de départ intéressant, en tout cas, pour parler de comment entraîner une IA, comment entraîner un agent IA, comme tu as pu le montrer avant. Et donc des facteurs d'adoption de l'IA, qu'est-ce qui fait qu'une personne va avoir plus facile d'utiliser l'IA. Donc, tu as posé la question tantôt, tu utilisais des IA ici, mais il y a toute une série de facteurs intrinsèques qui nous poussent à utiliser ou non certaines technologies et l'IA en particulier. Ce film permet d'en décoder quelques-unes. Évidemment, Her, qui ici a vu, toujours difficile de dire Her, sinon c'est de prononciation. Magnifique film sur l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son téléphone, basiquement, mais c'est un film sorti il y a plus de 10 ans, hein, c'est ça qui est incroyable, qui a anticipé en fait le phénomène des LLM avant l'heure, qui parle de comment on peut s'attacher en fait aux IA, qui anticipe le phénomène qu'on voit beaucoup maintenant des AI companions, qui ont souvent des AI girlfriends aux États-Unis. Et voilà, ça permet de parler vraiment de toute une série de choses. Là, peut-être le film le moins connu pour vous illustrer, qui a vu ici, c'est le film d'Aloé, c'est sorti il y a quelques mois, je m'entends un peu moins de main levée, avec Cécile de France. Oui. Voilà. En gros, c'est l'histoire d'une écrivaine, donc jouée par Cécile de France, qui est enfermée dans un bâtiment, un peu dans un monde post-apocalyptique, et qui rédige un roman, et qui est en panne d'inspiration, en fait, et donc il utilise une IA pour l'aider à rédiger son roman. Évidemment, ça va mal se passer. Et donc, ça permet vraiment de mettre le focus sur l'IA générative, parce que ça, c'est un des rares films qu'on a maintenant qui est sorti, un des rares films de bonne qualité, on va dire, qui est sorti après la hype de l'IA générative. Donc, où là, on voit vraiment que ça a déjà infusé, en quelque sorte, sur l'imaginaire des réalisateurs. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça permet
veut parler d'IA et de créativité, notamment dans l'écriture, et donc son impact potentiel sur les métiers artistiques. Donc voilà. Juste quelques exemples, c'était pour vous montrer un peu ce que j'ai produit dans le podcast. Évidemment, c'est beaucoup d'efforts de préparer ça. On invite parfois des invités, donc ça aussi, je serais ravi de discuter avec vous. Je sais que Mathieu va venir parler de Mad Men un jour où je t'expose devant tout le monde pour parler de publicité. Donc voilà, je suis toujours ouvert à des idées. Si vous avez un film que vous adorez, qui est lié à votre domaine d'activité, ça peut être super cool. C'est un podcast universitaire dans le sens où on invite d'habitude des collègues professeurs, mais justement, on essaie de l'ouvrir de plus en plus à des entrepreneurs, etc. Donc, je serais vraiment ravi de discuter de tout ça avec vous. Pour quand même refaire un pas vers Archive et vers les articles scientifiques, je me dois quand même de dire que, évidemment, si un académique vous parle d'un truc cool qu'il fait, il va d'office faire de la recherche dessus parce que c'est ça qu'on aime faire. Et en gros, on est en train de faire une analyse un peu large échelle de toutes les représentations de l'IA dans le cinéma. Donc, on a un peu distingué 3 types d'IA, un robot, IA conversationnelle, IA algorithmique, donc qui n'a pas de représentation physique, on va dire. Et on essaie de regarder si ce sont des aides dans le film, le protagoniste ou l'antagoniste. Dans la vraie vie, je dirais, souvent l'IA c'est une aide, hein, c'est pas un protagoniste ou un antagoniste en soi, et ça peut prendre plus ou moins les trois formes. Évidemment, attention, je vous spoil un peu les résultats de l'article qu'on est en train d'écrire pour le moment. On est évidemment beaucoup plus dans l'aspect antagoniste, et là, on peut revenir à notre discussion de départ sur l'impact que ça peut avoir sur nos opinions par rapport à l'IA. Là, je vous ai mis quelques exemples d'IA sympas. Qu'on essaye effectivement de classifier. Donc, j'ai une doctorante qui travaille sur ces sujets-là, que j'envie énormément de pouvoir travailler là-dessus à longueur de journée. Il y a tout plein de trucs cool qu'on dérive de ça. On va faire une analyse automatique des affiches de film pour voir un peu comment ça peut impacter aussi la représentation de l'IA. On va faire une analyse automatique de synopsis. Donc là, on tombe un peu plus sur des aspects plus techniques pour voir un peu comment l'IA est présentée. Donc, voilà, toute une série de choses cool à faire et que je serais ravi d'échanger avec vous. Et juste pour clôturer, donc la doctorante dont je suis très jaloux, c'est Lisa. Ici, vous avez son mail si jamais ça vous intéresse de vous connecter avec elle. Elle travaille donc explicitement sur la science-fiction pour l'IA, mais donc on a au sein de notre centre de recherche toute une série de chercheurs qui travaillent sur divers sujets liés à l'IA, et donc ils sont toujours à la recherche d'entrepreneurs, d'entreprises avec qui collaborer. Donc là, dites-vous que c'est des personnes qui ont du temps à vous offrir, une expertise potentielle à vous offrir, et qui sont parfois juste en quête de cas pratiques et qui ne demandent que ça, en fait, d'avoir une interaction avec la pratique. Donc là, je vous cite juste quelques thèmes. J'ai Malik Shinkus, qui apparemment sa compagne dans la salle, je ne sais pas où elle est là. Elle ne m'a pas financé pour que je le dise, mais Malik, donc c'est un des chercheurs du centre qui travaille sur l'utilisation de l'IA pour modéliser automatiquement des BPMN, des processus métiers. Antoine Dantin, il travaille sur l'IA pour générer du consensus entre citoyens, mais entre personnes dans une réunion. Jérémy travaille sur l'IA pour la proactivité des services, comment l'IA agentique peut permettre d'anticiper les besoins des citoyens. Jordan travaille sur l'IA pour la prise de décision stratégique, comment l'IA peut être utilisée au niveau du top management dans une boîte. Et Nicolas, il travaille sur tout ce qui est soutenabilité sociale de l'IA, ça a été évoqué dans la première présentation à la fin avec les divers risques, mais ça, il traite ça explicitement, comment on peut développer des IA éthiques. Donc voilà, toute une série de mails, évidemment, je peux être un point de contact aussi, mais ça, c'est que des gens qui demandent qu'à avoir des contacts avec le monde de la pratique, donc ça les intéresse énormément. Dernier petit coup de pub, on a fait le podcast, mais on en a tiré un livre, sur lequel je ne touche pas €1, d'ailleurs, dû au contrat avec l'Académie royale, mais on le fait surtout pour toucher un autre public, où on résume toute une série de thématiques qu'on a produit. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter ou le commander sur pas mal de plateformes. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous connecter sur LinkedIn, évidemment, pour discuter de quoi que ce soit lié à la science-fiction, à l'IA ou à la recherche là-dessus. Merci tout le monde. Cécile de France de France, mais vient de... Non, Namur. Ah, encore une fois, Namur, on a évidemment. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut poser une question maintenant? Ah, voilà. Une question des chercheurs dans un lycée énormément de tout ça, quel point est-ce que c'est alors, de plusieurs manières, en fait, pour les aider à cross-checker leur analyse. Donc, par exemple, là, j'ai
parler de deux axes, mais il y a toute une série d'axes différents dans l'analyse. Il y a d'abord une analyse du clash-up qui est dans le crime, qui est une analyse par elle-même, et ensuite elle cross-check toujours avec ChatGPT pour voir un peu ce que, on va dire, le common knowledge pourrait dire par rapport à ça, et elle fait une validation comme ça. Tout ce qui est analyse de synopsis et analyse d'affiches, on va fine-tune des modèles existants pour permettre justement d'en dériver les résultats. Donc oui, en fait, c'est un outil comme tout le monde ici l'utilise pour aller être plus efficace dans sa recherche. Au Geek Festival, justement, il y avait un type qui était venu et qui avait fait une présentation et qui expliquait comment la science-fiction influençait, comment on design aujourd'hui l'IA, etc. C'était dans l'autre sens. C'était vraiment il montrait notamment comment le film avec Will Smith, là, iRobot, il montrait que les espèces d'autobus imaginés à un moment par Elon Musk, c'était exactement la même. Et alors, au-delà de ça, il y a tout ce courant de Raising AI. Et j'étais étonné de lire que le patron d'entreprise, derrière Amazon, esquissait aussi un petit peu que ça pourrait être l'avenir de l'IA. C'est de lui donner une sorte de culture. Et alors, de lui dire, est-ce que l'IA, à un moment, et c'est ma question, et c'est une question qui va peut-être paraître bizarre, mais qui est sérieuse, est-ce qu'à un moment, tout ce nous, on a pondu comme œuvre de science-fiction, de fiction sur l'IA, pourrait à un moment influencer l'IA elle-même? Ah oui, mais je pense qu'elle le fait déjà. Voilà. Moi, je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'un jeune Sam Altman ait vu voir le film en se disant ça pourrait être peut-être sympa. Et en tout cas, il a dit explicitement que ça l'a. Les training data de l'œuvre de science-fiction sont utilisés dans les entraînements d'IA. Donc, de toute façon, c'est déjà le cas. Et quelqu'un qui a dit un des risques, c'est qu'elle découvre dans les films qu'on a créés. Oui, c'est ça, oui, qu'elle peut se retourner contre l'humain et que ce serait plutôt une bonne chose. Et il y a des méthodes même établies, je ne sais pas si les gens ici connaissent design fiction, ce type de méthode en fait, qui permettent d'utiliser explicitement ce type d'œuvre dans le processus d'innovation. Donc oui, moi je crois qu'il y a une influence claire. Dans les deux sens. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, Anthony. Merci.